À Paris, certains font des petits trous, d'autres font des petits points. Faire des milliards de petits points, comme ça, pendant des heures. Faire des petits points. J'adore ça. J'adore ça. Certains jonglent avec les bouteilles, d'autres avec les fèves. Vous embaumez tout le quartier. Oui, Ça se passe bien avec les voisins? ça se passe extrêmement bien, ils sont bienveillants, on a beaucoup de chance d'avoir des voisins comme ça. Il y a ceux qui brassent de l'air et ceux qui disent l'essentiel. Et celui-ci, c'est vous qui l'avez torréfié. Et ils sont tous dans Paname. Aujourd'hui, je vous emmène en balade du côté de la fameuse rue de la Roquette, dans le très agité quartier de la Bastille. Connu pour être un haut lieu de la vie nocturne parisienne avec ses très nombreux bars et restaurants, c'est aussi un endroit qui abrite des trésors cachés et de très jolies surprises. Pour se rendre rue de la Roquette, n'ayez pas peur de glisser sur les pavés de la rue de Lappe ou de vous perdre un instant dans les nombreux passages et courettes qui autrefois abritaient les artisans du meuble. Vous aurez une belle idée de la richesse et de la diversité du quartier. Arrivé rue de la Roquette, je suis d'abord attiré par une douce odeur. Au numéro 40, une petite cour pavée, légèrement en retrait de l'agitation, abrite une des dernières folies du célèbre chef Alain Ducasse, une petite chocolaterie en plein cœur de Paris. Voilà, Ça, Nicolas, c'est la première étape. Hein. ça c'est la toute première étape, donc là on met 50 kg de fèves de cacao. Elles tombent dans le tambour de torréfaction où elles vont être cuites jusqu'à 120 degrés. La qualité du chocolat dépend déjà de la torréfaction. En très grosse partie d'abord de la qualité des fèves et de la qualité de la torréfaction. Exactement. Ah oui, on sent déjà le goût du chocolat. Oui, oui, oui. C'est ce qui parfume la rue. C'est ce qui parfume la rue. La torréfaction est partie et puis on va pouvoir mettre en route celui-ci. Allez, on est parti. Par contre, ça fait un bruit d'enfer. Hein. Là, c'est une étape vraiment importante, hein, ce qu'on vient de voir. La torréfaction, c'est primordial dans le sens où il faut retranscrire ce que peuvent donner les fèves, voilà, sans aller au-delà de l'amertume, de l'acidité. D'accord. Et ça, c'est votre truc, c'est à vous. Ça, c'est l'habitude en fait, tout simplement. Qui vous a appris ça? Moi, tous les jours. Et puis après, par connaissance, des gens qui me... De façon empirique. Un peu empirique, exactement. Ouais, ouais. On passe à une autre étape importante. On va passer après au broyage des fèves. Alors encore une machine ancestrale. Encore une machine ancestrale. Donc ça, on va mettre... Le gruau va être broyé par des meules en pierre. Et donc la friction du broyage va provoquer de la chaleur, va faire fondre le beurre de cacao. Et donc de cette machine va couler la pâte de cacao. Ah oui, c'est puissant là. Après, on met une pincée de sel. C'est incroyable le nombre d'étapes qu'il peut y avoir avant d'arriver à se mettre en bouche, quoi. C'est du boulot le chocolat. C'est du boulot. Oui, ça c'est un chocolat noir, mais c'est très très clair, hein, parce que ce sont des fèves de Criollo, donc des fèves très claires. Et ça
encore un goût différent. Ça, Nicolas, c'est la dernière étape. Ça va finaliser le bout du chocolat. Je vous ai vu tout faire. C'est incroyablement physique, technique, scientifique. Vous êtes un mais chimiste. c'est un peu passionnant aussi en même temps, c'est ça Oui. qui fait que ça marche. Je pense que c'est le fil du temps, le métier, mes parents qui sont également dans le métier, donc qui sont pâtissiers. Je suis né là-dedans, hein, je suis un peu confit. C'est aussi la rencontre avec Alain Ducasse il y a maintenant une quinzaine d'années. On voulait redonner de l'odeur à une boutique de chocolaterie, un attrait, un intérêt, une singularité. Le fait de torréfier nos fèves nous-mêmes nous permet d'apporter quelque chose de différent. Pourquoi ici? Pourquoi rue de la Roquette? Dans cet C'était, endroit on avait énormément de contraintes déjà, des contraintes de taille, de poids. Et la Bastille est un lieu d'atelier, il y a énormément d'ateliers, donc c'était pas idiot non plus de se retrouver là. Là, on est vraiment dans le chocolat. Oui, absolument. Sinon, par là, on peut dire que c'est la partie confiserie. C'est un peu plus la partie confiserie, exactement. Oui, oui. D'accord. En tout cas, merci de votre accueil. Alors, Qu'est-ce mon qui vous a, argent qu'est-ce qui vous a fait ce pauvre Ah, bah, distributeur? en arrivant, non mais regardez l'état, c'est incroyable. Ah oui, il Ah est ouais, particulier, mais il est original. Ah bah il est original, mais moi je voulais des sous pour aller danser. Comment on va faire Ah là bah on va rentrer au Balajo, mais ils nous connaissent bien. Hein. Oui. Ouais. Surtout qu'ici, on peut faire la fête. Il y a plein Ah bah d'endroits. alors la rue de la peur, rue de la peur, rue de la peur. Ah, rue de j'adore la- ça. Alors bah oui, parce que c'est là que se trouve le Balajo. Alors, des balles, il en existe depuis la nuit des temps. Hein. On danse dans Paris ou en dehors de Paris parce qu'on aime ça, on aime faire la fête. Il y avait des balles masquées. Mais à partir du 19e siècle, ça va rentrer dans deux vraies catégories. Vous avez le bal guinguette qui se trouve à l'extérieur de Paris. Pourquoi? Parce qu'on fait un petit vin vert qui s'appelle le guinguet, qu'on vous sert comme ça, et comme il n'y a pas de taxe, on ne le paye pas cher. Et puis vous avez le bal musette, alors lui qui est plus, j'ai presque envie de dire, à l'intérieur, parce qu'on va utiliser un instrument, la musette. On peut cet pas aller instrument. danser, c'est fermé. Bah oui, c'est fermé parce qu'il est trop tôt là. Bon, on va aller boire un verre. Ah, ça on peut. Il y a le choix ici, il y a Ah bah, beaucoup, il y a le beaucoup choix. d'Auvergnats. Hein. Alors les Auvergnats sont arrivés ici à partir du 19e siècle. Ils ne trouvent plus de travail chez eux, les fermes sont difficiles à tenir à plusieurs, on n'arrive pas à vivre bien comme il faut, alors on va monter à Paris. Et là on va faire des petits boulots. Mais comme on est costaud et qu'on connaît la nature, eh ben, on va commencer par traire les vaches. Et puis ils vont devenir portefaix parce que ce sont des costauds. Alors on les hèle dans la rue. « Hé toi, tu veux pas m'aider à déménager ?»« Oh, il va porter quelque chose de très lourd. » C'est vraiment des porte-charges. Hein. Et puis petit à petit, ils vont se lancer dans le portage d'eau. Et puis ils vont devenir après livreurs de charbon. Et c'est là que c'est intéressant parce que le livreur de charbon, en fait, c'est un charbonnier auvergnat, ce qui nous donne charbougnat. Ah oui, charbonnier Par auvergnat. raccourci, Voilà, Bougnat. Eh ben exactement, charbougnat et bougnat. Et du coup, ce vendeur de charbon, il va aussi s'installer parce qu'on ne peut pas le héler dans la rue. Il faut prendre commande. Et là, il va installer sa femme qui va en même temps servir un coup à boire à ceux qui viennent passer commande. Voilà comment de ce charbon, on va devenir aussi débiteur de boissons. Ni plus, ni moins. L'eau, elle n'est pas courante, ici, elle est tombante. Hein. Ah oui, elle est tombante. Puis Aujourd'hui. alors, on peut la goûter. Oh, c'est de l'eau fraîche. Quelques gouttes d'eau accompagnées pourquoi pas d'un délicieux café. Je me rends passage d'Amois, à 2 coups de pédale de la Roquette, où m'attend Andrea, une des figures du quartier. Bonjour monsieur, Bonjour Andrea, ça va? ça va, merci. Qu'est-ce que ça sent bon? Oui, il y a un très grand choix de café. Et c'est vous qui le torréfiez, parce qu'il y a la machine C'est moi qui qui est le là. torréfie, je sélectionne mes cafés verts, je fais mes mélanges et je les torréfie. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes installé dans le passage? Moi personnellement, pas tellement longtemps, mais mon mari, lui, c'est lui qui a créé la boutique après la guerre en 45-46. Il a eu le coup de foudre pour une brûlerie et il l'a créée Ici. ici. Et c'est en l'aidant que j'ai appris à connaître les cafés, à faire des mélanges, à manipuler. C'est lui qui m'a appris à aimer le café parce qu'au départ, j'étais comme beaucoup de gens, j'étais très dégoûtée du café parce que je connaissais les cafés qu'on avait avant la guerre. Il y en a beaucoup qui étaient âcres, amers. C'était quoi avant, ici?
Alors, mon mari disait que quand il a pris le local, il était en terre battue, il y avait des mangeoires. Donc, c'était sûrement des écuries Mais autrefois, c'était les ouvriers du faubourg qui habitaient ici. qui habitaient ici. C'était une cité d'ouvriers. Et la Bastille, à l'époque, c'était assez mal famé. Et ma foi, je suis venue pour l'aider et en même temps, j'ai fait la connaissance des gens qui habitaient, qui étaient très sympathiques. Même les femmes qui faisaient le trottoir, elles étaient très gentilles. Et en même temps, elles me racontaient, pour moi qui débarquais, toutes les potins de la rue, quoi. En tout cas, vous êtes quand même, vous, la gardienne, quelque part, d'un très beau passage. Oui, enfin, mais pour combien de temps? Je suis plus très jeune, vous savez. Vous me faites un petit café, Andrea? Si vous voulez. Je vais vous prendre 250 grammes de W. Oui, vous ne l'avez pas goûté encore. Ah bah tant pis, je vous fais confiance. Vous en voyez beaucoup de monde passer? Comment? Beaucoup de touristes qui passent? J'ai beaucoup de jeunes que j'aime beaucoup et qui m'aiment. D'ailleurs, j'ai même fait un peu un effort dans leur sens à eux, parce que finalement, par rapport aux autres marchands, je suis beaucoup moins cher finalement. Je vais le prendre comme ça, voilà. Oui, en principe, c'est comme ça les vrais amateurs. Là, vous aimez un tout petit peu, vous allez le goûter, vous voulez le sucrer, vous le sucrez. Et celui-ci, c'est vous qui l'avez torréfié? Oui, bien sûr. Oui, c'est un choix de café, c'est les secrets de la maison. Je peux avoir une petite idée du secret? Des arabicas de haute altitude. Ça, c'est un vrai mélange Andrea. Celui-là, on l'a mis ensemble au point. On a mis presque 2 ans pour arriver à le mettre au point, parce que chaque fois qu'on se disait « ça y est, cette fois-ci, ça y est », il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui clochait. Puis un beau jour, on s'est dit « ah, tiens, c'est ça ». Là, c'est C'est ça. un café Je suis doux. d'accord, je confirme. Je vous remercie, Andrea. Voilà, merci. Bonne journée. Bonne journée. vous À aussi. bientôt. À bientôt. De retour rue de la Roquette, je m'arrête un instant devant une curiosité contemporaine. La nouvelle église Notre-Dame d'Espérance de l'architecte Bruno Legrand. Mais mon regard est attiré quelques numéros plus loin par une très jolie cour pavée. Tout au fond, caché par un petit jardin, se niche l'atelier de Géraldine. Je ne fais que passer. Je vous dérange? Non. Vous êtes en plein travail? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je retouche une toile qui est une copie de Daniel da Volterra, dont l'original est à fresque à Rome, à la Trinité des Monts. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette toile? Il y avait tout un réseau comme ça de craquelures sur tout le tableau. Vous voyez, il y a encore quelques reliques. Ça, Donc, c'est il faut- retouché et là... Voilà, exactement. là, D'accord. Donc j'ai tout ça à faire. Enfin, Ah oui, il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail. Ça paraît- Donc, j'ai tout ça à faire au pointillisme. Je fais tout petit point. Ça fait combien d'années que vous exercez ce métier? Presque 40 ans. 40 ans. Oui. Et votre spécialité, c'est quand même les peintures murales. Normalement, oui. Je fais peinture murale et tableau. Qu'est-ce qui vous plaît dans la restauration? Bah, voilà, on vient d'en parler. C'est faire des milliards de petits points comme ça pendant des heures. Faire des petits points. J'adore ça. J'adore ça. Mais est-ce que le restaurateur a son propre style à lui? Il ne devrait pas, normalement. Je ne fais que combler des lacunes qui sont gênantes. Géraldine, vous avez fait le Villa Médicis à Rome. Vous avez fait une découverte incroyable là-bas. Qu'est-ce que vous Oui, avez oui. trouvé? Alors, j'étais pensionnaire de 83 à 85 et je suis restée dans cet atelier pendant 2 ans. De temps en temps, je voyais une ondulation. Je me dis, tiens, peut-être qu'il y aurait une fresque là. Et puis, avant de partir de la villa, j'ai commencé à gratter et je suis tombée. Alors ça, c'était très, très émouvant. Je suis tombée sur des petites moustaches d'une belette et là, j'ai ouvert et j'ai imaginé qu'évidemment, tout le plafond serait peint, entièrement peint. Mais de quoi, ça, je ne savais pas. Et vous avez continué? Bien sûr, j'ai continué. Après Bien les sûr. moustaches, vous avez trouvé quoi? Alors les moustaches, après j'ai trouvé des grappes de raisin. Ça datait de quelle époque? 1676, je m'en Et souviens jamais encore. personne dans la villa Non, a imaginé non, qu'il y avait ça non, non, non. sous quoi? Au-dessus Sur de du leur tête. plâtre, sur du... Oui, il y avait quand même... des couches de peinture, il y avait, en fait, il y avait 12 couches de C'est un peinture. signe là. Quand vous... C'est C'est un signe quand même.
Du destin Oui, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai découvert plein de choses. Oui, j'ai eu de la chance. Mais je vais partout. Hein. Je vais dans les souterrains, les grottes. Et... Vous fouinez. Comment on devient restaurateur, restauratrice? Qu'est-ce qui vous a donné ce Alors moi, goût-là? c'est tout simple. Je suis née avec les pinceaux dans les mains. Je dis ça sans prétention. Hein. Je faisais que ça. Et par hasard, un ami qui était journaliste au Nouvel Obs m'a dit, écoute, il y a une école qui va ouvrir de restauration. Et je suis allée dans les ateliers du Louvre et j'ai vu quelqu'un dans le silence, en faisant des petits points comme ça, avec les couleurs. J'ai dit, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Et aussi par la patience, la minutie et puis l'obsession. Il faut quand même être assez obsédé hein, quand on est restaurateur. Il y a encore beaucoup de travail? Je ne calcule jamais ça. Merci Géraldine. Voilà. Bon courage. Bon. Merci. Je poursuis mon exploration de la Roquette et je croise une autre restauratrice, de celles qui régalent les papilles. Delphine propose une carte originale, une cuisine familiale revisitée. Ça a l'air bon tout ça? Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'on mange à midi? En plat chaud, c'est de la joute de bœuf en bouillon avec des carottes et potimarron. Et après, là, vous avez toute la Ça, liste c'est la liste des casse-croûtes. C'est ça. Chez Zaline, c'était quoi ici avant? C'était avant une boucherie chevaline. D'accord. Ah, vous n'avez pas changé grand-chose? Vous me montrez? Oui, C'est la même déco que c'est la boucherie? même déco. J'ai essayé de garder un maximum les éléments de la boucherie. Même Et je la- me suis juste installé de quoi cuisiner. Même la guitare, elle était là? Non, la guitare, c'est moi. Elle est sympa la guitare. Et vous avez juste enlevé le V. J'ai juste retiré le V pour le transformer en Z. Ça, c'est une amie qui a trouvé l'idée. Il y a plein de propositions. C'est aussi selon vos humeurs, vos envies. Ouais, selon mes humeurs, mes envies. Et puis là aussi, je vois après 2 ans et demi d'ouverture un peu ce que les gens aiment et me réclament. Qu'est-ce qu'ils réclament? Bah, le poulet au pot-au-feu, ça partira jamais par exemple de la carte. Les rillettes de maquereau, C'est vous qui avez eu l'idée? ouais, c'est moi. Puis c'est aussi mon père travaillait dans le bâtiment. Et donc ma mère lui préparait des casse-croûtes aussi avec des restes des fois de plats du jour ou de rôtis. Voilà. Ah, c'est une histoire de famille. Là. Ouais. D'accord. C'est incontournable quand même chez Aline. Ouais, j'espère que ça va le devenir. Ça aide un peu tout, vous êtes en pleine préparation. C'est ça, les Oh. tortillas sont pas prêtes. Ouais, Allez, bon courage. merci. Alors Yvan. J'arrive. Ah, Yvan. C'est pas tout près, hein? Bah alors, ça Ouais, traîne, ça traîne. C'est long là, elle est longue la Puis roquette. alors ça monte, hein. Oui. Ah, ça monte. Alors, on est où précisément? Alors là on est au square de la Roquette. Donc là, à cet endroit, il y avait une prison. Ce qu'on appelait la petite Roquette. Et un petit peu plus loin, il y a la grande Roquette, notre prison, mais alors là pour les hommes, et surtout diabolique, parce que c'était une prison réservée entre autres aux condamnés à mort. Ah oui, donc il y a encore l'emplacement, me dit-on, de la guillotine. De la guillotine, celle qu'on surnommait la veuve, qu'on trouve encore, dont on trouve les traces sur la route. Le dernier condamné à mort, guillotiné, c'était en 1899, dans cette rue. Alors vous imaginez, la peine de mort, c'est surtout Guillotin, le docteur Guillotin. Incroyable, un médecin qui ose imaginer un meilleur moyen de mourir. Et ben voilà, Guillotin va mettre au point cette machine, on va donner son nom. Guillotin va devenir évidemment la guillotine, à son grand dam d'ailleurs, parce qu'il aurait bien aimé qu'on lui donne un autre nom. Vous savez que ça a été longtemps un spectacle, hein, mais ce spectacle est bien loin du spectacle que vous allez voir maintenant. Ouais, je vous emmène à la Bastille, au théâtre de la Bastille. Ah bah je préfère, Allez, on est parti. c'est beaucoup mieux. Oh bah merci. Et il s'agit du Misanthrope de Molière, revisité avec talent par une jeune troupe de théâtre. Cette scène parisienne a la réputation d'accueillir des créations contemporaines de grande qualité. Un théâtre à part dans la capitale qui tient à recevoir tous les publics, même s'il a la réputation d'être réservé aux initiés. Merci Jean-Marie Ordet de m'accueillir dans votre théâtre, Bienvenue. qui est une sorte d'institution rue de la Roquette. C'est une alternative à l'institution. Une alternative à l'institution. Une institution alternative. D'accord. C'est en tout cas un temple du théâtre contemporain, on peut dire ça. Je vous laisse le mot de temple. D'accord. Bon, alors,
En tout cas, c'est un lieu culturel, ça vous êtes d'accord, Oui. qui a eu plusieurs vies Oui. depuis sa création. Ça n'a Ouais. pas toujours été un théâtre. Non, ça a été d'abord un théâtre de variété, il y a très longtemps, puis un cinéma, puis un théâtre de la Roquette, puis un théâtre oblique, puis théâtre de la Bastille. Vous me faites visiter? Volontiers. On est parti. On va regarder la grande salle. Donc ici, c'est la grande salle. C'est la salle du bas, nous on dit. Mais vous voyez, la scène ici. On a 10 mètres de hauteur, 14 mètres de large, 10 mètres de profondeur et 260 places. Ce rapport-là est unique en France, unique à Paris, en tout cas certainement. Parce qu'il y a une vraie vastitude. C'est grand quand même cette cage de scène. Et en même temps, le dernier rang est tout proche de la scène. On n'est pas obligé d'être lyrique tout le temps, on peut avoir des scènes très très intimes, jouer dans une très grande intimité, et vous claquez les doigts au fond de la scène, on entend au dernier rang. Et le spectateur voit le visage de l'acteur aussi, les expressions de l'acteur. Donc on peut se permettre d'avoir un jeu extrêmement délicat. Et alors là-haut, l'ancien balcon de cinéma? Alors là-haut, c'est l'ancien balcon du cinéma. Une programmation spécifique pour la salle du haut? Non, de programmation un petit peu différente parce que le plateau est un peu plus petit, mais il n'y a pas de différence dogmatique entre les deux. Il faut toujours qu'il montre des vieux textes ringards, des pièces mastodontes. Et dans tous ces projets, il y a un mec poilu. Parlons-en justement de cette programmation. Elle est spécifique quand même au théâtre de la Bastille. J'espère bien, oui. Oui. Oui, Vous y tenez à ce mot spécifique? Ah oui, oui, singulier, spécifique, oui, bien sûr. Oui. Pourquoi? C'est quoi la personnalité? Quelle est la personnalité du théâtre de la Après, Bastille? je ne sais pas comment vous dire ça. J'espère que c'est une personnalité d'invention et très respectueuse des spectateurs. On essaye de se mettre dans cet écart entre une surprise, un caractère un peu inattendu, de ne pas refaire toujours la même chose, et en même temps de s'adresser à des gens qui sont là pour qu'il y ait une offrande, quoi. Voilà. Mhm. On va peut-être libérer les lieux, parce Vous qu'il voulez. y aura une répétition dans pas longtemps et Voilà. un spectacle dans moins d'une heure maintenant. Voilà, exactement. Merci en tout cas de m'avoir accueilli dans votre théâtre. Avec plaisir, oui. Je vous le disais, le quartier de la Bastille est un haut lieu de la vie nocturne parisienne. Dans la très branchée rue Keller, à 2 pas du théâtre, se trouve l'un des bars les plus surprenants du quartier. Un endroit où les barman sont des jongleurs. Tu me rejoins Raphaël, on va passer aux choses sérieuses là. Ok. T'es champion de France, de flair? Oui, j'étais 4 fois champion 4 de fois. France. Après, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales. J'ai fini 3e au monde en 2007. Mais comment ça t'est venu l'idée de jongler avec des bouteilles et des shakers? En fait, j'étais jongleur des chats à la basse avec des balles, des quilles, des petits. Et une fois, j'ai vu quelqu'un derrière un bar qui faisait juste ça et ça. Et je suis devenu un peu... T'es associé avec Laurent, vous avez ouvert tous les deux le Morito Lab rue Keller. Oui, Ça fait combien d'années? 4 ans. 4 ans. On est dans la 5e année. Pourquoi ici? Pourquoi cette rue? Parce que Bastille, c'est un quartier populaire. Et pour notre concept, c'est parfait. Parce que le Morito, c'est un cocktail populaire? Ouais, tout à fait. C'est le cocktail le plus populaire de France. C'est le plus connu? Ouais. Le plus consommé? Oui. Alors, toi, tu es un grand maître du cocktail. Tu es un mixologiste? Mixologiste. Mixologiste? C'est un terme qui veut dire quoi? C'est l'art de faire des cocktails. C'est fait minute devant les gens, c'est exotique, c'est léger, c'est facile à boire et ça plaît tant aux filles qu'aux garçons. Ah, c'est parfait, j'adore. Et ici, tu proposes une trentaine de cocktails différents, de mojitos différents, gazeux comme ça. Tu peux en faire un comme ça? Ouais, bien sûr. Du jus de citron vert frais, un sirop de framboise, l'amande fraîche, du rhum. Alors j'utilise un rhum vieux, on sait à qui on sourit. Au moment du service, on utilise un grand classique du parfum français. Ce que je vais faire maintenant, c'est une technique de mixologie qui s'appelle une matérialisation. Donc quand on fait une expérience cocktail, on va flatter les yeux, le nez et la bouche bien sûr. Avoir une émotion. Une émotion complète. Alors, Waouh! attendez, c'est pas fini. Waouh! Et on termine. Alors, on va toujours jouer. Alors, ça amuse bien les gens voilà, quand on fait tomber les. Et là, on peut boire. Là, vous pouvez le déguster. Alors, vous allez voir, vous avez sur le haut du cocktail cette petite effluve. Ça sent toujours, oui. Ouais, le parfum. Chanel.
Ah oui, c'est magnifique. À la tienne. À la vôtre. Santé. La soirée se prolonge tout autour de la Roquette. Les bars et les restaurants se remplissent, voire débordent pour certains le week-end. Il est temps pour moi de quitter cette rue aux multiples visages selon les heures du jour et de la nuit. Courez-y, vous ne serez jamais déçus. En attendant, je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. I remember when we used to lay down and watch it rain.